Tour en direct du salon du disque avec un entretien avec un maître de conférence et même maintenant prof à la Sorbonne en sociologie, Jérôme Guibert, et qui, avec son thème de prédilection, c'est assez original dans les thèses sociologiques et pour monter aussi loin à la Sorbonne, puisque c'est autour du rock qu'il a fait donc ces différentes thèses, il suit aussi différentes thésards, et c'est un prof émérite et qui vient tout juste de sortir en responsable global d'une édition autour des musiques populaires avec beaucoup de textes venus du monde anglo-saxon pour parler de la musique populaire dans tous les sens du terme, du rock à la musique trad en passant par le métal, pour positionner ce thème de façon scientifique dans la sociologie, dans la science humaine. Alors, comment as-tu fait cette compilation, cette anthologie de différents textes donc autour donc de la tradition populaire? Comment s'est effectué ce choix, cette sélection? Oui, en fait, l'idée, c'est que aux États-Unis, souvent, et en Grande-Bretagne, pour les gens qui sont étudiants, ça marche pas trop comme en France. En France, souvent, quand tu fais des études, tu as ce qu'on appelle des manuels. Genre, il y a un prof qui va te faire un manuel, c'est un résumé un peu des travaux qui se font sur un domaine. Alors qu'aux États-Unis, moi, je trouve ça plutôt cool. Ils te font des compilations de textes d'auteurs. Donc, tu peux lire les auteurs directement dans le texte. Soit c'est une thématique, je sais pas, par exemple, tu vois, les subcultures, justement, enfin, le cinéma populaire, je sais pas quoi. Et ça s'appelle, ils appellent ça des readers. Et donc, c'est des compiles de textes. Et nous, on s'est dit, ah bah tiens, mais en France, il n'y a pas ça, il n'y a pas des readers. Et nous, on va proposer un reader des recherches qui se font sur le rock. Mais en fait, on va prendre les textes, on va prendre les textes qui sont tout le temps cités, qui sont des textes anglais, on va les traduire en français. Et comme ça, les gens pourront lire les auteurs dans une approche très large. C'est-à-dire, c'est pas un truc sur une discipline, c'est un truc... ce qui est important, c'est les gens qui travaillent sur le rock et ses dérivés, genre les musiques électroniques, le rap, le métal, etc. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Tu vois, donc il y a 90% des textes, c'est des textes universitaires, mais il y a aussi certains journalistes. Tu vois, par exemple, Simon Reynolds, l'anglais là, qui avait fait Retromania, qui était un bouquin un peu connu sur le vieillissement du rock et tout ça. Donc voilà, on s'est dit, on va choisir 25 textes qui n'existent pas en français, on va les traduire. Donc il y a un peu de sociologie, un peu de musicologie, un peu d'histoire, un peu d'anthropologie. On va les traduire et on va les présenter. En fait, mon collègue, j'ai dirigé ça avec un collègue qui s'appelle Guillaume Huguet, qui lui-même a une revue qui s'appelle Audimat. Pour les gens qui connaissent, c'est un peu format poche, hein. C'est des essais sur le rock. Et tous les deux, on s'est mis d'accord pour sélectionner des textes pour savoir qu'est-ce qu'on dit quand on fait des recherches sur le rock. On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on a mis en avant depuis les années 60? Par exemple, le texte le plus vieux, c'est un texte de 1963 de Howard Baker. Donc les gens qui ont fait de la sociologie, ils connaissent Outsider. Lui, il avait étudié les musiciens de jazz dans les années 60 et les fumeurs de marijuana dans les années 60. Et il avait fait un bouquin. Bon, tu vois, on a pris un texte de lui qui explique... c'est l'école de Chicago. Voilà, école de Chicago, qui explique comment les gens... À l'époque, ils appelaient ça la déviance. Les gens qui vivaient à côté des autres gens, ils appelaient ça déviant. Après, c'est un terme qui a un peu vieilli parce que finalement, les déviants, ils sont pas plus déviants. Tout le monde est un peu déviant, quoi, d'une certaine manière. Et je vois pas pourquoi ce serait les déviants dans la musique qui se rappelaient les déviants. Donc après, on a parlé de subculture. Donc il y a beaucoup de gens qui ont bossé sur les subcultures, les mods, les rastas, tout ça. Il y a eu plein d'études. Ça, c'était plus tard. Donc ça veut dire que c'est plutôt dans le monde anglo-saxon, les sciences humaines se sont penchées sur le rock ou sur les musiques populaires très très tôt, ce qui n'est pas une tradition française
Ou là, on a un peu de retard sur le travail sur ce type de musique? Il y a deux trucs, c'est-à-dire que nous, on est un peu à la ramasse là-dessus. Vous pouvez encore lire des fois dans Le Monde, par exemple la semaine dernière dans Le Monde. Incroyable! Ils vont parler de Beyoncé à l'université. Mais enfin bon, ok, nous ça fait déjà 15 ans qu'on le fait, mais je parle, mais bon. Bref, donc nous on est un peu à la ramasse, aussi bien les journalistes que les chercheurs. Donc c'est pour ça qu'on a mis des textes anglais et américains. Et en plus, comme on lit pas forcément l'anglais ou l'américain, on n'est pas forcément au courant de ce qui se fait. Donc nous c'était un peu les deux choses qui nous avaient amené à faire ça, parce qu'on pourrait très bien faire la même chose avec des textes français, mais peut-être on le fera, ça pourrait être bien aussi, parce que ça n'existe pas. Mais là, c'est le maillon qui manquait justement en France, et c'est pour ça que tu t'es emparé de ces textes-là pour pouvoir les traduire, parce qu'il n'existait rien du tout en compilation de... Ouais, il n'y a que les gens qui lisaient l'anglais et qui étaient rendus à un niveau d'études, à un certain niveau d'études, qui avaient accès à ces textes-là. Parce que c'est des textes en anglais qui ne sont pas diffusés. Et en plus, il y a eu une opportunité qui nous a permis de conclure l'affaire. C'est la Philharmonie de Paris. Enfin, avant, on parlait de la Cité de la Musique, mais maintenant, on appelle ça la Philharmonie. Et en fait, eux, ils ont des éditions. Et en fait, ça fait genre 20 ans qu'ils publient des bouquins, mais c'est plutôt des bouquins sur les musiques savantes. Le chef d'orchestre, ou alors des trucs sur les musiques contemporaines, Pierre Boulez, l'ensemble intercontemporain, l'IRCAM et tout ça. Et en fait, ils disaient, ah oui, bah peut-être, ah oui, le rock c'est aussi de la musique, ah oui, d'accord, peut-être faudrait qu'on fasse un truc. Et donc nous, on s'est engouffrés, on a mis le pied dans la porte, on a dit, bah ouais, il y a des choses aussi à dire là-dessus. Et en fin de compte, voilà, on a eu l'occasion de publier ça chez eux, aux éditions de la Philharmonie de Paris, voilà. Enfin, le seul truc qu'ils faisaient un peu dans la pop et tout ça, c'est, vous savez, les grandes expos. Ça fait un petit moment qu'ils ont commencé, ils ont fait une expo sur le reggae, une expo sur John Lennon et tout ça. Sur le hip-hop, il n'y a pas longtemps, là. Oui. Et donc voilà, donc ils commencent à se rendre compte que finalement, la musique, c'est aussi ça. Et voilà, ça c'est un peu... Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une autre édition avec des textes, cette fois-ci venant de la francophonie? Ah bah ça serait bien, mais ouais, je sais pas si j'aurais le courage. Parce que vous avez passé tous les deux beaucoup de temps à compiler, enfin déjà à traduire. Ça fait depuis 2017 qu'on est là-dessus. Ah ouais, et puis c'est infernal parce que faut négocier les droits pour tous les textes. Bon, parce que faut traduire, mais à la limite traduire, bon ben. Faut trouver de l'argent pour traduire, mais alors pour négocier les droits, c'est l'enfer. Et surtout l'édition anglo-américaine, c'est des majors incroyables. C'est la galère. Donc des fois, on est un peu braconné pour 2-3 textes parce que quand les auteurs ils nous ont dit bon bah on va vous aider, on va parler en votre nom quoi. Mais voilà, finalement, c'est incroyable qu'on ait réussi à faire ça parce qu'il y a des gens qui nous disent vous sortez juste avant Noël. Enfin, tu rigoles, on a commencé ça à début 2017, ça sort en novembre 2022, c'est pas du tout calculé que ça sorte avant Noël. Mais de toute façon, ce truc-là, ça va se vendre sur pas mal d'années, quoi. C'est pas... Ça va devenir un bouquin de référence, c'est tout neuf, hein, vraiment. Ouais, bah c'est sorti jeudi, ouais. C'est destiné plutôt aux spécialistes, plutôt qu'au grand public. Ah bah c'est soit destiné aux gens qui font des études sur la culture, les loisirs, ou soit aux gens qui sont dans la ZIC à fond et qui veulent... Je peux vous donner quelques exemples de textes pour que vous compreniez. Par exemple, il y a un texte sur la valeur du live par rapport à la valeur de l'enregistré. Tu vois, parce que il y avait finalement, ça fait longtemps qu'on a dévalué parce que les économistes, ils s'intéressaient pas au concert, au live. Ils pensaient que ça valait beaucoup moins que les musiques enregistrées. Bah oui, alors que maintenant c'est le contraire. Voilà. Bah oui, parce qu'on vend plus de disques. Voilà, donc les major compagnies se sont quasiment mis Live Nation, à faire du live et tout. Il y a eu des majors, des majors du live et il y a eu effectivement, il y a eu un retour aussi du vinyle, mais ça reste une niche. Ça reste marginal, mais par contre le live c'est devenu l'élément de préoccupation principal en termes économiques, mais même en termes symboliques entre guillemets. Parce qu'à l'époque d'Internet, quand les gens vont au concert, ils ont l'impression de vivre un vrai truc, et donc du coup symboliquement, le live c'est quelque chose d'inestimable parce que c'est quelque chose qui te reste dans la tête, etc. Tu vois, par exemple, il y a un texte là-dessus, et il y a aussi des textes. Par exemple, il y a un texte d'un collègue anglais sur la masculinité dans Salut les copains.
C'est-à-dire comment l'homme est Ça va loin. Ouais. Tu vois, l'image de l'homme dans Salut les copains dans les années 60, tu vois, le jeune cadre dynamique, par exemple la fabrication de l'image du jeune cadre. Nous, quand on lit Salut les copains, on ne le lit pas du tout comme les Anglais qui peuvent travailler sur les questions de genre, homme-femme, etc. Et donc, ou alors, je vais donner deux autres petits exemples de textes. Il y a un texte sur vieillir en étant punk. Enfin, en fait, c'est un chercheur anglais, Andy Bennett. Et en fait, évidemment, être punk et avoir 40 ans, ça n'existait pas avant que les premiers punks aient 40 ans. Oui, et être punk et avoir 50 ans, c'est pareil. Et pareil. C'est ce que j'ai toujours dit, parce qu'en fait, nous, on avance dans l'âge, mais quand on sera dans un EHPAD ou je ne sais quoi, on écoutera encore les Clash. Ouais. Alors qu'actuellement, les gens dansent encore ou vont dans des thés dansants encore écouter de l'accordéon ou de la vieille variété française. Mais bah voilà. Ça s'appelle le aging. C'est comment des courants vieillissent. Et donc, il y a des gens qui étudient ça. Alors, tu vois, par exemple, Andy Bennett, son texte qu'on a traduit, c'est un texte, mine de rien, qui est déjà un peu vieux, parce que c'est un texte de 2006. Mais comme, évidemment, le punk, ça date de 76, lui, c'est un Anglais, il raconte comment les mecs qui ont commencé à avoir 40, 50 ans, comment ils font parce qu'ils veulent pas lâcher. Ouais, soit ils ont un petit tatouage dans le cou, soit ils ont des Doc Martens, ils s'habillent plutôt en noir, quand ils vont chercher leurs enfants à la crèche. Comment ils font pour dire... Alors, ils les interviewent, puis les mecs, ils disent « Non, mais tu comprends, quand je regarde le journal télévisé, je suis punk. Et regarder le journal télévisé comme un punk, c'est pas le regarder... » Enfin, tu vois, donc il enquête... Bon, un tatouage chez un punk de 30 ans est plus beau que sur un punk de 80 ans. Tatouez-vous, vous en aurez partout, mais à 80 ans, c'est moins beau. Alors, en dehors de ce livre, le fait de compiler des textes aussi, on le retrouvait déjà qu'il y a une collection que tu sors régulièrement, c'est les volumes. Ouais, alors, parce que... C'est quoi la différence d'état d'esprit entre les deux Ouais. En fait, si on a fait ça, c'est parce que je faisais déjà un autre truc avant, c'est que... Moi, je suis nantais, c'est un peu pour ça que je suis là aussi, puis que je vous connais, c'est que j'ai fait ma thèse à Nantes, et quand j'étais étudiant, je faisais des fanzines. Et tu étais musicien aussi. Et tu as même été musicien, Ouais, je jouais dans un groupe de popcore qui s'appelait Crash. Qui s'appelait Crash, ouais. Et voilà, on a joué 4 fois à l'MJC Rosé. Vous étiez dans l'expo, vous êtes dans le bouquin de Laurent Charliot. Oui. À ne pas confondre avec Car Crash, qui est un autre groupe aussi. Eux, c'était des jeunes, ils sont arrivés 3 ans après nous. Ou Crash, c'est 13 aussi. Ah ça, c'était avant nous. Ouais. Ça, c'était avant nous, mais on ne savait pas, ouais. Non, mais voilà, nous, on était passés sur France Inter, on avait fait les premières parties de Noir Désir bref, je rentre pas dans les détails de l'histoire, mais donc à l'époque, on faisait des fanzines. Et quand on est devenu étudiant, qu'on a commencé à faire des mémoires sur le rock, on s'est dit, il n'y a pas de texte universitaire sur le rock en France. Et en fait, on a créé une revue. Donc, il y a quelques exemplaires là sur le stand qui s'appelle Volume. Et en fait, c'est les chercheurs français. Donc, en gros, au début, c'est des étudiants en master, après des étudiants en thèse qui bossent sur la musique. Et voilà, on a créé cette revue-là. Donc nous, ça c'est une revue qui existe depuis 2002, qui a 20 ans, et qui est distribuée par les Presses du Réel. Et donc voilà, on a fait quelques bouquins. Enfin, c'est un peu comment les Français qui font de la recherche représentent, quoi. Donc les sciences humaines se penchent sur le rock et autres types de musique populaire. On retrouve donc sur au stand de Salon du Disque. Ouais. On va avancer, oui, merci. Voilà. Pour finir avec plutôt l'esprit rock celtique entre Guelta 2 et les Carvegans. Merci Jérôme d'être passé quand même. Ouais, merci beaucoup à vous. Un petit coup de main aussi sur ce salon. Moi, je voulais quand même qu'on remercie et qu'on fasse venir les bénévoles, là, toute l'équipe d'animation, les gens, qu'on puisse avoir une petite photo, un instantané, justement parce que le salon, on le prépare depuis de nombreuses semaines. Bien sûr, sans les bénévoles, ce salon n'existerait pas. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de bénévoles à l'entrée. Il y a des bénévoles qui vous servent au bar, qui ont préparé de la restauration, des sandwichs, qui sont là depuis quasiment jeudi après-midi.
Ça demande énormément de boulot parce qu'il faut tout installer et il faut tout désinstaller ce soir et en partie demain matin. Donc moi je tiens vraiment à les saluer et puis à les applaudir. Et puis ceux qui peuvent venir nous rejoindre, parce que si on peut faire une petite photo de groupe au moins avec notre ami Walter et notre partenaire Mon Studio TV, parce que voilà, c'est hyper important de mettre en valeur et en scène tous nos bénévoles qui nous filent un petit coup de main. Voilà. Et on retrouvera après en interview Goltaza 2 et puis les Kervegans avant de finir en showcase, en petit showcase, 20 minutes de concert pour finir ce salon du disque. Ouais, puis merci à vous les gars, là, Laurent, Rachid, là, vous avez quand même super assuré. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini.